Le Soleil aurait-il un compagnon, Némésis, qui ferait peser des menaces sur notre planète? Est-il possible de voyager dans le temps? C'est une question primordiale. D'où viennent la matière et l'antimatière? Notre esprit a besoin d'une explication. Comment l'eau a-t-elle disparu sur Mars? Et qu'y avait-il avant le Big Bang? C'est le plus grand mystère de toute la science. Nous allons aborder ces questions qui occupent les plus grands scientifiques et tenter de résoudre les énigmes de l'univers. L'une d'entre elles nécessite que les hommes qui désirent continuer à vivre sur leur planète y soient particulièrement attentifs. La Terre a-t-elle vraiment rendez-vous tous les 26 millions d'années avec une catastrophe qui provoque l'extinction de nombreuses espèces? Et dans ce cas, quelle est l'origine de ce cataclysme qui se reproduit périodiquement? Vous avez une énorme explosion qui détruit tout à des milliers de kilomètres à la ronde. Dans un premier temps, il y a une onde de choc, un véritable tsunami. Les températures sont extrêmement élevées. Des incendies se déclarent sur toute la surface du globe. Puis vient l'obscurité. Il y a plusieurs millions d'années, d'énormes objets ont frappé la Terre et provoqué de véritables désastres. C'est un impact survenu en mer, à proximité de la péninsule du Yucatan, qui serait à l'origine de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais ce n'était pas la première extinction de masse, et ce ne sera probablement pas la dernière. Ce n'était pas la plus importante de tous les temps. Cette extinction s'est produite au cours de l'époque permienne. À ce moment-là, 95% des espèces océaniques et 80% des espèces terrestres ont disparu. Des événements aussi dramatiques s'étaient déjà produits. Certains spécialistes pensent que ces phases de destruction ont lieu régulièrement, selon un calendrier précis. Certains paléontologues ont découvert un phénomène assez étrange. Ils se sont aperçus que les grandes extinctions, comme celle qui est à l'origine de la disparition des dinosaures, ne sont pas survenues de façon aléatoire. Elles semblent se produire selon un schéma régulier. C'est très surprenant. Ce phénomène apparaît tous les 26 millions d'années. Cela nécessite une explication. L'astrophysicien Richard Muller pense que ce cataclysme périodique pourrait s'expliquer par la présence d'une étoile naine très peu lumineuse, située en embuscade sur les bords du système solaire. Une étoile qu'il a appelée Némésis. Selon sa théorie, Némésis serait un compagnon du Soleil qui n'aurait pas encore été découvert. Elle serait à une distance d'1 à 3 années-lumière du centre du système solaire et se déplacerait selon une orbite elliptique excentrique. Quand Némésis, tous les 26 millions d'années, arrive au plus près du Soleil, son orbite traverse le nuage de Oort, qui est une assemblée de comètes entourant le système solaire et formant comme sa frontière. C'est au cours de cette phase que le système solaire devient particulièrement chaotique. À ce moment-là, Némésis est très proche des comètes et elle perturbe leurs orbites. Selon la théorie de Muller, la perturbation gravitationnelle provoquée par cette petite étoile amène les comètes qui étaient restées longtemps tranquilles à partir à la dérive dans le nuage de Oort. Poussées vers le Soleil par la force de gravitation,
Des millions de comètes sont ainsi projetées à travers le système solaire. Inévitablement, une poignée d'entre elles croise le chemin de la Terre et entre en collision avec elle, provoquant ainsi des extinctions massives. L'affirmation que le Soleil possède un compagnon que l'on n'aurait pas encore découvert est sujette à controverse. De nombreux spécialistes pensent que le Soleil est une étoile solitaire, qui n'a pas de compagnon. Mais dans l'univers, la plupart des étoiles assemblées par la force de gravitation forment un système binaire, voire ternaire. La majorité des étoiles de notre galaxie fait partie de systèmes de 2 ou 3 étoiles. Donc, l'idée que le Soleil pourrait être un élément d'un système binaire n'est pas insensée. C'est même une hypothèse intéressante. En admettant qu'en effet le Soleil appartienne à un système binaire, jamais on n'a observé une aussi grande distance entre deux compagnons que ce que suggère l'hypothèse de Muller à propos du Soleil et de Némésis. Muller avait besoin d'une preuve de l'existence de Némésis. En 1997, une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA possède enfin les moyens technologiques qui doivent lui permettre d'élucider la question. Équipés de rayons infrarouges, les chercheurs de l'Université du Massachusetts sont chargés d'effectuer un relevé du ciel qu'on va appeler le TUMAS et de découvrir des étoiles jusque-là inconnues. Ce programme était destiné à localiser des corps célestes encore inconnus dans notre galaxie et sur ses bords. Il devait aussi les dater. Il prit pour cela plus de 2 millions d'images. Si Némésis se trouvait quelque part, on aurait dû la repérer. Mais rien n'a été détecté qui corresponde à la description de Muller. Nous avons cherché avec beaucoup d'attention cette étoile, Némésis, et nous ne l'avons trouvée nulle part. Mais Muller n'est pas surpris que la mission TUMAS n'ait pas trouvé sa Némésis. Si Némésis est une étoile brillante comme le Soleil, il doit y avoir entre eux une distance de près d'une année-lumière, afin que l'orbite de Némésis dure 26 millions d'années. Son mouvement est très faible, il n'est donc pas étonnant qu'elle ait échappé aux chercheurs d'étoiles conventionnelles. Il se peut aussi que Némésis soit une naine brune. Ces étoiles sont beaucoup plus petites que les naines rouges et possèdent une orbite très excentrique. Une naine brune se déplacerait la plupart du temps loin de la Terre, hors de portée du regard des astronomes. Si c'est le cas, Némésis pourrait tout à fait avoir échappé au radar de l'opération TUMAS. Richard Muller continue ses recherches, il a maintenant un projet d'étude encore plus précis. Et il pense que la découverte de Némésis n'est qu'une question de temps. Il y a une foule d'étoiles dans l'univers, il y en a des millions. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais nous trouverons un objet qui ressemble à Némésis. Nous en mesurerons l'orbite et nous prouverons qu'il s'agit bien d'elle. Parmi toutes les énigmes de l'univers, la plus séduisante et la plus controversée est peut-être la possibilité de voyager à travers le temps. Pouvons-nous réellement retourner dans le passé? Pouvons-nous changer notre destin? C'est une des grandes questions qui se posent à nous. En 1955, Ronald Mallett n'avait que 10 ans quand son père meurt d'une crise cardiaque. Dévasté par la douleur, le jeune garçon cherche un moyen de revoir son père et peut-être cette fois de lui sauver la vie.
1 an après sa mort, je suis tombé sur le livre de Wells, La machine à explorer le temps, et cela m'a sauvé. Je me suis dit que si je parvenais à construire la machine dont parlait l'auteur, je pourrais retourner dans le passé, essayer de revoir mon père et le sauver. C'est devenu une obsession. Il fallait que je construise cette machine. Messieurs, il s'agit de voyager dans le temps. La machine à explorer le temps est une œuvre de fiction. Mais Ronald Mallett découvre bientôt qu'une branche de la science soutient l'hypothèse du voyage dans le temps. Et la principale figure dans ce domaine n'est nul autre qu'Albert Einstein. Einstein a élaboré une théorie selon laquelle l'espace et le temps sont liés. L'espace-temps serait comme un tissu ou une feuille de papier. Selon la théorie de la relativité générale, un objet massif tel une planète, une étoile ou un trou noir déformerait le tissu de l'espace et du temps. En fait, Einstein pensait que la gravitation, la force qui nous lie à la Terre et qui maintient la Terre dans l'orbite du Soleil, n'est qu'un effet de cette déformation. Pour Ronald Mallett, cette idée d'un univers qui se déforme possède des implications assez magiques. En effet, si on arrive à générer suffisamment d'énergie pour tordre le temps et former une boucle, on pourrait peut-être créer un passage qui permettrait d'aller dans le futur et dans le passé. La théorie d'Einstein nourrit la quête de Ronald Mallett, qui veut apprendre à construire sa propre machine à remonter le temps. Mais à l'époque, il ne peut pas s'en ouvrir auprès de spécialistes. Il ne serait pas pris au sérieux. En réalité, j'ai travaillé sur un autre sujet, les trous noirs. Ils m'ont permis de comprendre comment la théorie d'Einstein s'appliquait au temps et à toute notre réalité. C'est une idée folle, mais elle était respectée. J'ai bâti ma carrière en étudiant ce domaine et en étant capable d'utiliser la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les trous noirs, rémanents massifs d'une étoile qui s'est effondrée, ont une force gravitationnelle qui peut leur permettre de distordre l'espace-temps, ce qui est exactement ce que Ronald Mallett voulait faire. Mais comment pouvait-il créer en laboratoire un impact qui génère suffisamment de matière pour déformer l'espace-temps? Pour trouver l'inspiration, Mallett se tourne de nouveau vers Einstein et vers son équation la plus célèbre, E égale mc2, qui montre que la matière et l'énergie sont des formes différentes de la même chose. Si l'on suit la théorie d'Einstein, la lumière qui est de l'énergie devrait pouvoir déformer l'espace-temps comme le fait un objet qui a une masse. Nous sommes habitués à l'idée selon laquelle la force de gravitation est créée par la matière. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière peut créer de la gravitation. C'est là-dessus que se base mon travail. En d'autres termes, si la gravitation peut affecter le temps et que la lumière peut créer la gravitation, la lumière peut affecter le temps. Mallett a construit une maquette pour démontrer la validité de son concept. Un rayon laser circulaire peut créer un courant de lumière qui tord de l'espace-temps. On a 4 rayons laser qui s'entrecroisent. L'espace à l'intérieur de cette colonne de lumière représenterait l'endroit où l'espace subit une torsion. Et si le temps était tordu par cette colonne de lumière, eh bien cela nous permettrait de retourner dans le passé. Le premier voyageur devrait être plus petit qu'un être humain. Ce pourrait être des particules subatomiques comme le neutron. Ce que nous essayons de faire, c'est que l'être humain puisse envoyer à travers ces particules un certain nombre d'informations. Cela peut avoir d'immenses implications. Imaginez que nous puissions envoyer des informations dans le passé. Cela pourrait nous renseigner sur de futurs désastres et nous serions capables de les éviter.